Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prime Politique. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très sensible qui touche à la gouvernance publique. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, institué par le président Patrice Talon, fait son bonhomme de chemin. Le premier dossier brûlant auquel s'est attaqué ce Haut Commissariat est l'affaire dite Akona Gate. La commission constituée, mise en place par le Haut Commissariat, a déposé son rapport. Mais au-delà du rapport, à quoi peut-on s'attendre? Nous en parlons dans un instant. Mais au-delà de ce dossier dit Akona Gate, il y a bien sûr beaucoup de Béninois qui ne savent pas ce que fait justement le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Quelles sont les attributions? Quelle est la mission? Quels sont les défis et quelles sont les perspectives de ce Haut Commissariat? Nous en parlons dans cette émission avec mon invité déjà en plateau, Étienne Badou. Il est le chef service études, formation et suivi évaluation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Monsieur Badou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, nous allons commencer par la mission principale du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Quelle est cette mission-là? Merci beaucoup, monsieur Folly. Je voudrais, au nom du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, vous remercier pour l'invitation qui nous a été adressée pour participer à cette émission ce matin. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption est une institution de l'État béninois qui a été créée en 2020, notamment par la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 et qui en a fixé la mission, qui se décline ainsi comme suit. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a pour mission de faire le suivi de la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de prévention de la corruption, de lutte contre la corruption, d'initier et de mettre en œuvre également au sein du secteur privé ou du secteur public des mesures, des actions de prévention de la corruption. Donc voilà de façon globale ce qui est convenu d'appeler mission globale du Haut Commissariat. Mais au-delà de cette mission globale, il apparaît important dans le cadre de cette émission ce matin pour nous permettre à nos téléspectateurs de connaître davantage ce qu'est le Haut Commissariat, de faire l'emphase sur un certain nombre de ses attributions. Donc, au terme donc des dispositions de l'article 2 de la loi citée supra, il est indiqué que le Haut Commissariat à la prévention d'identifier dans le fonctionnement des institutions et administrations de l'État et plus généralement de tout organisme chargé d'un service public ou de tout organisme privé les procédures ou l'absence de procédures susceptibles de générer la corruption ou autre infraction assimilée. Deuxième attribution qui me plaît de rappeler ici, c'est de formuler des recommandations destinées à la prévention de la corruption à l'attention de toute institution, de tout service public ou de tout organisme privé. La troisième attribution sur laquelle, si vous le permettez, je voudrais faire l'emphase ce matin, c'est de collecter, d'analyser, de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites les informations, y compris celles portées à sa connaissance, aux fins de détection et de répression des faits de corruption, de fraude et de pratiques assimilées. Mais il y a d'autres institutions, d'autres organes qui existaient et qui faisaient justement ce rôle-là, qui jouaient ce rôle-là. En quoi le Haut Commissariat à la prévention de la corruption diffère-t-il de ces organes qui existaient déjà? Merci beaucoup. Il faut dire historiquement, pour faire la genèse au plan institutionnel de la lutte contre la corruption au Bénin, nous avons eu ce que nous avons appelé ici au Bénin la cellule de moralisation de la vie publique qui a été dirigée par Feu Anna Adjaï Sika, de vénérable mémoire. Nous avons eu après ça l'Observatoire de lutte contre la corruption qui a été dirigé par M. Jean-Baptiste Elias. Après, nous avons eu l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Donc, vous allez voir que pour les deux dernières institutions que j'ai citées, dans la dénomination, vous avez toujours lutte contre. Mais quand le diagnostic a été fait, on s'est rendu compte que les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que quand le mal est fait, il est difficile de corriger. Même si vous condamnez les gens vont en prison, il est beaucoup plus difficile de pouvoir recouvrer les fonds qui ont été dilapidés, qui ont été détournés de façon globale. Donc, il est évident que lutter contre la corruption, parce que quand nous parlons de lutte, nous avons la phase répressive, mais nous avons également la phase préventive. Donc, les pouvoirs publics ont entendu depuis 2020 au Bénin, après une étude diagnostique, pouvoir adresser la lutte dans son segment prévention.
Donc, l'accent est davantage mis sur la prévention en termes de lutte contre la corruption au Bénin et c'est ce qui justifie l'avènement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Donc, nous avons beaucoup plus, si vous avez bien regardé, nous avons beaucoup plus fonction de créer un environnement anti-corruption au Bénin qui fasse que de la strate, c'est-à-dire que le Béninois qui naît aujourd'hui, que ce soit depuis le foyer, depuis sa maison, en passant par la maternelle, le niveau primaire, le niveau secondaire ou jusqu'à l'université, qu'il soit moulé dans un environnement anticorruption qui fasse que lui-même soit amené à pratiquer des actes vertueux. Parce que l'environnement dans lequel nous vivons, le système dans lequel nous avons grandi a forcément une influence forte sur notre comportement, sur notre mentalité et sur notre façon de voir. Même notre perception du monde dépend de l'environnement dans lequel nous avons. Notre perception par rapport à la chose publique, au respect de la chose publique, dépend de l'environnement éducatif dans lequel nous avons été moulés depuis notre temps d'enfance. Et c'est ce qui fait que la question de la prévention prend en compte non seulement la question de l'éducation, de la sensibilisation. C'est pourquoi vous allez voir dans la déclinaison opérationnelle de cette mission que j'ai rappelée tantôt, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption s'est fixé un certain nombre d'objectifs stratégiques. Le premier objectif stratégique est intitulé « Détecter, signaler ». Il s'agit là de mettre au point un mécanisme d'alerte, des mécanismes d'alerte de signalement qui permettent à tout citoyen qui a connaissance d'un fait de corruption de pouvoir le dénoncer. Mais avant tout cela, avant de lutter contre un phénomène, il faut connaître le phénomène. Donc, il faut procéder à une certaine cartographie des risques, voir quels sont les faits, quels sont les secteurs, quels sont les postes à risque dans l'administration ou dans le secteur public qui peuvent amener à la corruption, quels sont les postes qui sont beaucoup plus exposés. Donc, il faut faire une étude qui permet alors au thème de diagnostic qui sera élaboré d'adresser des actions pertinentes de rémédiation. Donc, ça, c'est le premier objectif stratégique. Le deuxième objectif stratégique est intitulé « Éduquer, sensibiliser ». Éduquer, sensibiliser parce que, comme nous l'avons dit, il faut arriver à bâtir un Béninois de type nouveau. De telle sorte que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les enfants qui naissent aujourd'hui, les citoyens de ce pays qui naissent aujourd'hui, soient moulés dans un environnement social qui les amène systématiquement à produire des actes vertueux. Donc, passons par l'éducation, donc pouvoir élaborer des curricula de formation dans des programmes éducatifs depuis la maternelle jusqu'à l'université pour éduquer, former un nouveau matériau, un Béninois de type nouveau. La deuxième chose également à ce niveau, il faut sensibiliser. C'est vrai qu'on dit très souvent que les adultes c'est du bois mort, mais je pense qu'en sensibilisant, en répétant toujours, parce que la pédagogie, la répétition, c'est de la pédagogie, est pédagogique. Il faut répéter, il faut sensibiliser pour dire, chers citoyens, chers compatriotes, vous livrer à la corruption, c'est mauvais. Ça a des conséquences fâcheuses sur le développement socio-économique de notre pays. Et c'est cela qui amène les gens à se dire, chaque Béninoise et chaque citoyen et chaque Béninois était vraiment convaincu de ce que son acte isolé qu'il commet dans son administration ou dans son secteur d'activité de façon générale peut avoir des répercussions sur le développement socio-économique du pays. Que cela peut faire que, par exemple, dans son village, il n'y a pas de voie bitumée qui aille dans son village, qu'il n'y a pas peut-être d'hôpital dans son village, qu'il n'y a pas, par exemple, de l'eau potable dans son village, il comprendra qu'il doit changer de comportement pour permettre à tous citoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'avoir les services sociaux de base, que ce soit en termes d'éducation, de santé, etc., etc. Monsieur Badou, vous avez cité beaucoup de moyens, mais je voudrais poser la question sur une autre forme. Alors, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour atteindre le dernier Béninois au fin fond du Bénin afin que la corruption puisse reculer? Parce que vous voulez prévenir, vous ne voulez pas lutter contre, mais vous voulez prévenir. Quels sont les moyens dont vous disposez au niveau du Haut Commissariat pour que le dernier Béninois puisse savoir que la lutte contre la corruption, la prévention de la corruption est son affaire? Merci beaucoup. C'est ça ce que nous avons déjà entamé. Depuis 2024, parce que le Haut Commissariat a démarré son opérationnalisation, puisque la loi qu'il a créée date de 2020. Mais vous avez souvenance que nous avons commencé vraiment à travailler à partir de 2024, à partir du 12 juin 2024, où le Haut Commissaire Jacques Miga a été nommé en Conseil des ministres comme Haut Commissaire. Après ça, le 30 septembre, le secrétaire général et le chef de cabinet ont été nommés, et c'est après ça que le 30 septembre,
nous avons, ensemble avec le trio dirigeant, nous avons le personnel, nous avons tenu le premier CODI, le premier comité de direction, la première réunion, moins d'un an d'activité. Vous voyez un peu que nous avons commencé par travailler. Mais nous avons accompli beaucoup de choses puisque nous avons saisi l'essence de notre mission très tôt. Tel que je vous l'ai décliné, il restait le dernier objectif stratégique qui est dissuader, sanctionner, que je n'ai pas eu le temps de décliner tout à l'heure. Donc, cela est important. Donc, nous avons une vision claire de ce que nous voulons faire. Nous savons que pour travailler, pour arriver au bout et pour engranger des résultats, puisque quand nous parlons de la lutte contre la corruption, il faut que chaque citoyen soit convaincu de ce qu'il a un rôle important à jouer à travers un changement de mentalité. Le tout part d'abord du changement de mentalité, du changement de paradigme, du changement, c'est ça qui permet d'année en année à aboutir à un changement de comportement. Et c'est ça qui provoque vraiment la révolution que nous attendons, révolution en termes de développement qualitatif dans tous les secteurs de la vie socio-économique nationale. C'est pourquoi le Haut Commissariat, dès son opérationnalisation, s'est dit qu'il faut investir beaucoup plus dans la couche juvénile. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration des journées nationales et internationales de lutte contre la corruption, respectivement le 8 et 9 décembre 2024, nous avons mené un certain nombre d'actions de sensibilisation. Nous avons eu des échanges interactifs avec des composantes de la société, de la couche juvénile. Notamment, nous nous sommes rendus au niveau du lycée technique Koulibaly à Cotonou. Nous nous sommes rendus au niveau de l'université, de l'école nationale d'administration de l'université d'Abomey-Calavi. Nous nous sommes rendus également dans une école primaire publique à Ouida également, pour donner le signal que si nous voulons arriver vraiment à changer les choses, nous devons beaucoup plus travailler à la base. Et c'est ce que nous avons continué cette année, les mois d'avril à mai. Nous étions sur le terrain durant ces 2 mois-là, dans les départements de l'Ouémé, dans le département des collines, dans le département du Borgou. Et nous avons dans ces 4 départements rencontré toutes les parties prenantes, que ce soit le monde éducatif, donc que ce soit le cours primaire, le cours secondaire ou l'université. Nous avons interagi également avec les communautés de façon générale, que ce soit les élus, les organisations de femmes, les groupements de femmes, les associations de jeunes, etc. Le caractère nocif de la corruption est sur la nécessité de changer de comportement. Donc, au-delà de ce que nous faisons en termes d'éducation, en termes d'implantation de l'infrastructure mentale de la population, nous sommes en train de travailler pour bâtir au niveau de chaque structure publique ou privée, puisque vous devez l'avoir vu tout à l'heure, que nous intervenons aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, faire en sorte de mettre en place des mécanismes préventifs, administratifs et institutionnels tendant à la prévention de la corruption, qui fassent qu'au-delà de nos passages dans les administrations, dans les départements, etc., qu'il y ait un certain nombre de dispositifs qui existent au niveau de chaque institution, que ce soit sous forme de code ou de manuel de procédure, à respecter naturellement, de telle sorte que chaque citoyen qui va dans son secteur d'activité soit amené à pratiquer, c'est-à-dire que la norme existe et la personne est obligée de respecter. Et c'est ça qui va limiter les actions de corruption, que ce soit dans l'administration publique, dans l'administration privée, dans le secteur privé ou dans la vie courante de façon générale. Donc nous avons tous ces paliers, nous pouvons recommander, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous pouvons faire des recommandations, nous pouvons aller au-delà du cas d'Akona sur lequel nous allons revenir tout à l'heure en détail, au-delà de ces cas peut-être de malversation supposée ou bien de dénonciation, etc. Même dans les eaux calmes, même en période d'eau calme, nous avons l'obligation également d'aller chercher à savoir est-ce que les dispositifs qui existent au niveau de ces entités sont vraiment efficaces pour prévenir la corruption. Et c'est ce que nous allons faire, vous allez le constater, nous allons le faire dans les semaines, dans les mois à venir. D'accord, vous avez certainement une mission très lourde, mais aujourd'hui, quels sont les défis majeurs auxquels vous êtes confrontés au niveau du Haut Commissariat? Le défi principal, c'est d'arriver d'abord à amener les Béninois à changer de comportement par rapport au respect de la chose publique, au respect de l'autorité, au respect de la loi. Je viens de vous parler de 3 choses. Respect de la chose publique,
changement de mentalité. Quelle est la perception du Béninois par rapport à la chose publique? Est-ce que chaque citoyen se dit ce qui existe, ce qui relève de l'État est de son propre intérêt et que lui-même a l'obligation, selon les dispositions constitutionnelles, de veiller à ça, de protéger? On l'a dit, il y a une disposition constitutionnelle qui dit, article 35 ou 37, les biens publics sont sacrés et inviolables. Que toute personne, tout citoyen a le devoir de les protéger. Est-ce que ce regard du bien public là aujourd'hui existe? Est-ce que chacun sait que nous devons faire en sorte que, quel que soit le lieu où nous nous trouvons dans la strate sociale, que nous devons protéger les biens publics? Donc changer le regard, la perception et la mentalité du citoyen béninois aujourd'hui. Le respect de l'autorité. De plus en plus, au moins ces dernières années, l'État a réaffirmé son autorité. Ça, c'est clair. Il faut aller dans ce sens. L'État, c'est l'État. L'État est là pour travailler pour le bien public. L'autorité de l'État doit être respectée. Le respect de la loi également. Le respect de la loi. Amener les gens à respecter la loi. À ne pas faire. Nous avons été, je vais vous donner un exemple tout simple, monsieur le journaliste. Pendant longtemps ici, nous avons été habitués, quand nous étions sur moto, à rouler sans casque, sans porter de casque. Bien évidemment. Mais quand c'est la législation là existait depuis, mais ça n'a pas été appliqué. Mais il faut arriver à faire respecter également la loi. Donc le défi, c'est comment arriver à amener le Béninois à changer de mentalité et à changer plus tard de comportement pour un Bénin davantage plus révélé qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que vous avez les ressources qu'il faut, les ressources financières, humaines et techniques pour atteindre cet objectif-là? Oui, nous sommes en déploiement, comme vous le constatez. C'est la première année d'exercice, si je peux le dire. Nous avons les ressources que l'État nous a accordées, mais nous sommes toujours à la recherche de ressources complémentaires. Et c'est ce qui fait que nous cherchons des partenariats. Vous avez certainement eu l'écho de ce que nous sommes en partenariat avec la coopération suisse, qui nous permettra de réaliser un certain nombre d'activités pertinentes, notamment l'élaboration de la stratégie nationale de prévention de la corruption et de la prévention de la corruption au Bénin, qui nous permettra d'élaborer un indice national de perception de la corruption également, qui nous permettra également de renforcer les capacités du personnel. Donc, il y a un certain nombre d'activités pertinentes que le partenariat avec la coopération suisse nous amènera vraiment à faire dans l'intérêt de tout le peuple béninois. Donc, nous avons signé le 29 juillet dernier un accord de partenariat également avec la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. Voilà, et nous sommes à la recherche, nous sommes toujours pour parler avec d'autres institutions, d'autres organismes nationaux ou internationaux qui pourraient nous appuyer pour nous permettre d'avoir toutes les ressources dont nous avons besoin. L'État fait déjà ce qu'il peut, mais les tests nous permettent également d'aller rechercher des financements auprès de bailleurs et c'est ce que nous sommes également en train de faire. Sur le plan des ressources humaines, nous sommes en première année d'opérationnalisation, donc l'effectif est assez réduit pour le moment, mais il est appelé au fur et à mesure que les ressources seront rendues disponibles à s'élargir pour nous permettre vraiment d'accomplir la mission telle que tout là nous a été délégué par les pouvoirs publics ici au Bénin. Vous parlez de partenariat avec d'autres partenaires financiers et techniques, mais est-ce que vous pensez qu'il faut aussi impliquer la société civile et les citoyens dans la prévention, la prévention de la corruption au Bénin? L'approche, nous développons depuis les premières semaines de l'installation du Haut Commissariat une approche très, très participative en matière de lutte contre la corruption. Donc, le développement, l'approche que nous adoptons est très, très participative. Nous sommes conscients que la lutte contre la corruption n'est pas et ne pourra jamais et n'a jamais été, même dans aucun pays, l'apanage d'une seule structure, que c'est beaucoup plus la coordination entre plusieurs structures qui permet d'engranger des résultats. Donc, la société civile, vous devez avoir remarqué que lors de nos sorties, lors de nos activités, la société civile est toujours avec nous. Nous sommes en entente parfaite avec nos collègues de la société civile qui sont dans l'anticorruption ici au Bénin. Nous sommes en parfaite intelligence avec la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières qui s'occupe du blanchiment de capitaux. Ceci dit en passant, la corruption est une infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux, donc c'est des frais siamois. Donc on est obligé de travailler ensemble et nous sommes même en perspective de signer. Le document est prêt, nous sommes déjà en phase de signature d'un accord
de partenariat formel dans les jours et semaines à venir. Donc, il y a beaucoup, la CRIET également, nous sommes en parfaite intelligence avec la CRIET, que ce soit la CPD qui est logée également à la présidence de la République et qui, pour nous, au thème des dispositions du décret 2024-1004 du 26 juin 2024, est un organe d'appui, d'appui au commissariat à la prévention de la corruption avec qui nous sommes en parfaite intelligence, avec qui nous travaillons normalement. Donc, c'est clair, la vision est très nette. Le combat ne sera gagné que par la coordination entre différentes structures nationales qui œuvrent pour le recul de la corruption dans notre pays. J'allais poser la question, vos relations avec la CRIET et l'IGF, par exemple, quels sont vos rapports avec l'IGF? Nous avons de très très bonnes relations fonctionnelles avec l'IGF, que ce soit les organes de contrôle, puisque eux aussi, dans leur mission, ils concourent à la transparence, à la promotion de la transparence. Parce que tout ce que nous disons, quand nous parlons de bonne gouvernance, la transparence est un critère important de la bonne gouvernance. Donc, eux aussi, en faisant des contrôles, des audits, des vérifications au niveau des structures publiques, ils concourent à la transparence et c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Donc, nous sommes en parfaite intelligence avec l'IGF. Il n'y a pas de conflit entre... Il ne peut même pas avoir de conflit puisque leur mission est claire, la nôtre également est claire, chacun connaît son couloir d'excellence. Nous pouvons avoir recours, comme tel que je le dis, nous pouvons, le Haut Commissariat, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, peut avoir recours à des services spécialisés de l'État dans le cadre de ses enquêtes, dans le cadre du déploiement global de sa mission. Donc, il n'est pas exclu que l'IGF peut être sollicité pour nous aider à aller regarder, à aller voir clair dans une telle ou telle autre affaire. Quels sont les grands chantiers, nous parlons de perspectives, qui attendent aujourd'hui le Haut Commissariat à la prévention de la corruption? Merci beaucoup. Pour le dire, il faut dire que nous avons dans le mois de novembre, les 18 au 19 novembre prochains, nous allons organiser ici au Bénin et nous sommes en train vraiment de nous affairer un forum sous-régional portant sur la lutte contre la corruption. Donc nous aurons des experts, nos homologues de la sous-région ouest africaine seront présents ici à Cotonou les 18 et 19 pour un partage d'expérience, pour un partage de bonnes pratiques et à l'occasion, nous comptons inviter d'autres partenaires qui vont venir de l'extérieur, que ce soit des experts qui vont venir de la Banque mondiale, des experts qui vont venir de la France, de la Belgique, un peu partout, pour venir apporter également leur regard, partager avec nous leur expérience. Et c'est ce qui permettrait vraiment de féconder la lutte contre la corruption ici au Bénin et dans l'espace UEMOA. Parce que, comme je l'ai dit, la corruption est une infraction qui peut être transfrontalière, donc ce que vous avez, le crime peut être commis ailleurs et les ressources utilisées dans un autre pays. Donc, il est entendu que nous devons avoir une collaboration vraiment très fluide entre les différentes institutions en charge de la lutte contre la corruption, que ce soit au plan sous-régional, régional ou mondial. Et à cet égard, nous avons de très bonnes relations avec nos homologues de la sous-région. Il y a de cela quelques mois, nous avons été sollicité par notre homologue du Nigeria, IFCC, qui nous a donné une information. Et cette information, c'est qu'il s'agissait d'un ressortissant nigérien qui essayait de franchir la frontière béninoise. Nous avons fait les diligences très rapidement et le résultat a été obtenu le même jour. Donc, nous avons cette relation vraiment très fluide avec nos homologues de la sous-région pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de paradis, de refuge pour un criminel dans la sous-région. Parfait. Venons-en maintenant au dossier dit Akpona Gate. Oui. Vous avez mis en place une commission d'enquête qui a déposé son rapport. Oui. Tous les Béninois ont retenu que le rapport a blanchi le ministre Akpona et qu'il n'y a pas eu de siphonnage de milliards dans la vie de... Bon, en tout cas, au ministère de l'eau. Alors, que doit-on retenir concrètement de ce rapport? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Conformément donc à sa mission, quand l'affaire a été rendue publique par les médias, puisque c'est par les médias que nous-mêmes nous avons été saisis du dossier dont nous avons la capacité non seulement de fonctionner sur la base des plaintes et dénonciations que nous recevons, mais nous fonctionnons également par auto-saisine et c'est ce que nous avons fait dans le cadre de ce dossier. Donc, il est important de le rappeler. Donc, quand nous avons appris, le Haut Commissariat a mis en place une commission de vérification composée de 7 membres, 7 experts, donc des ressources multidisciplinaires, un président
que tout le monde connaît dans ce pays pour avoir été inspecteur général des finances, chef de service, pour avoir été, disons, numéro 2 de l'inspection générale d'État, IGE, pendant toute la période de cette inspection. Et donc, c'est une ressource humaine très compétente qui a été placée à la tête de cette commission qui a travaillé. Après ça, puisque nous parlons du domaine de l'eau et de l'énergie, donc il y a des experts en énergie électrique et un expert en eau. Il y a un expert de chacun de ces secteurs qui a été également identifié pour être membre de la commission. Nous avons un expert financier, nous avons un expert en suivi et évaluation, un expert en passation des marchés publics. Donc, c'est tout ensemble de personnes ressources qui a été mis en place pour former cette commission, à qui un délai de 30 jours a été donné. Et à la date fixée, le 31 juillet dernier, comme vous avez su, vous l'avez su également, la commission a déposé son rapport. Et ce rapport, nous l'avons rendu public le 7 août dernier, il y a exactement 2 semaines donc. Et ce qu'il faut retenir de ce rapport est ceci. Premièrement, de façon claire, aucun élément n'a permis d'établir qu'il y a eu malversation ou siphonnage, détournement de deniers publics dans la gestion de l'eau et de l'électricité dans la commune de Parakou de 2016 à 2025. Deuxième chose qu'il faut retenir également, c'est que globalement dans la période, 31 milliards 600 millions de francs CFA ont été investis dans le secteur de l'eau et de l'énergie, à l'exception des projets financés par le programme MCA 2, parce qu'il y a le programme MCA également qui a financé beaucoup, surtout dans le domaine de l'électricité. Donc, les 31 milliards 600 n'intègrent pas tout l'investissement fait par MCA, le programme MCA 2. Après ça, il faut noter également comme troisième conclusion que les actions engagées par l'État ont permis de renforcer, de moderniser les infrastructures d'eau et d'électricité dans la commune de Parakou. Et il faut noter que le réseau de distribution d'eau potable de Parakou est passé de 445 km à 1141 km de conduite installée, soit plus de 156% dans la période. La capacité de production d'eau potable est passée de 400 m3 par heure à 2400 m3 par heure, soit 500% d'augmentation. Un accroissement de 500% de capacité de production d'eau dans la période. Le nombre d'abonnés à l'eau potable est passé de 16 537 à 28 193 personnes. Ça fait 110% d'augmentation. Toujours parlant de l'eau, il y a eu des forages additionnels qui ont été réalisés en zone périphérique parce qu'il y a des zones qui ne sont pas dans le centre-ville de Parakou, donc dans la périphérie de Parakou, donc il y a eu des forages, les puits à grand diamètre et autres, à motricité humaine ou autres, également qui ont été mis en place également au bénéfice des citoyens dans les quartiers, dans les localités qui ne sont pas raccordées au réseau de la SONEB. Le nombre d'abonnés au réseau électrique de Parakou est passé de 26 756 à 49 200 personnes, soit plus 84%, donc un accroissement de 84% sur la période. La capacité de production locale d'électricité de 12 MW a été rétablie parce qu'en 2016, cette capacité qu'avait la ville de Parakou de produire localement de l'électricité, parce que comme vous le savez, nous produisons au niveau national une partie de l'électricité consommée. Nous en prenons du Ghana, nous en prenons également du Nigeria. Mais au niveau de Parakou, il y a une capacité locale de production qui était de 12 MW, mais qui était tombée en panne. Les diligences qui ont été faites en 2016 et 2025 ont permis de rétablir cette capacité de 12 MW qui est actuellement fonctionnelle. Ça, c'est les grandes conclusions. Mais comme toute œuvre humaine, il y a toujours des faiblesses, n'est-ce pas? Sur le plan donc de la gouvernance administrative et financière, la Commission a noté un manque de pertinence dans la définition des besoins inscrits au plan de passation des marchés publics du ministère. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont mises dans le plan de passation des marchés, mais que la Commission a jugé de non pertinent parce que globalement, ils n'arrivaient même pas du tout, à peine à 21% qu'ils arrivaient à réaliser ce qu'ils ont mis dans leur plan de passation des marchés, au plan de passation des marchés publics du ministère.
Une insuffisance de personnel qualifié au sein du secrétariat permanent des marchés publics. Au niveau de chaque structure, comme vous le savez, il y a ce que nous appelons la personne responsable des marchés publics, la PRMP, mais qui a un secrétariat. Il y a un secrétariat qui est meublé de personnes ressources compétentes, ça peut être juriste, ça peut être un économiste, de tous ces domaines-là, qui travaillent et qui permettent d'élaborer les différents documents d'appel d'offres, etc., etc. Donc, il a été constaté une insuffisance de personnel qualifié à ce niveau, ce qui peut engendrer un certain nombre de dysfonctionnements, comme vous voulez voir, des retards par rapport aux procédures, à l'aboutissement des procédures, à la conclusion, à l'élaboration des documents d'abord, à la conclusion des procédures, etc., etc. Une instabilité récurrente à la fonction de personnes responsables des marchés publics. Là, je vais préciser. La commission a remarqué que entre octobre 2024 et juillet 2025, où la commission travaillait, il y a eu comme un changement, il y a une instabilité au niveau de ce poste. On est à la 3e PRMP en moins d'1 an. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Des personnes peut-être de capacité, une insatisfaction certainement de l'autorité par rapport aux compétences ou par rapport aux résultats. Donc, quand on change quelqu'un aujourd'hui, il arrive, il fait 2 mois, 3 mois, on se rend compte qu'à ce rythme-là, on ne peut rien obtenir peut-être de bon, on change encore. Donc, tous ces changements, cette instabilité également, peut créer beaucoup de retard. Parce que ce que l'un a commencé n'a pas pu achever. Celui qui est venu lui succéder prendra du temps pour s'approprier tout ça, recommencer avant d'aboutir à un résultat. Donc, c'est un peu tout cela. Et au niveau local également, il y a d'autres faiblesses qui ont été dénombrées, notamment en ce qui concerne l'ouverture des voies d'accès, ne permettait pas de faire les travaux dans les délais. Et il a été également noté des retards d'exécution de la part des entreprises à qui les marchés ont été confiés. Monsieur Badou, vous avez donné des statistiques qui sont en porte-à-faux avec les propos de l'ex-ministre Akpona. Est-ce que la commission a cherché à rencontrer monsieur Akpona pour savoir les motivations réelles, lui qui est quand même un auditeur de cette déclaration? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai que nous n'avons pas été membres de la commission, mais nous avons suivi les travaux. Et du point de vue méthodologique, la commission a adopté une méthodologie standard pour tout ce qui est recherche, vérification et tout. De première part, il faut recourir à une recherche documentaire. D'abord, il faut prendre connaissance de l'existant, quels sont les tests, quelles sont les procédures, quels sont les documents qui existent, de passation qui existent, quels sont les rapports peut-être d'audit qui existent dans le secteur, etc. Prendre connaissance de tout ça là d'abord. La deuxième phase a consisté à rencontrer les acteurs. Et je peux vous dire que la commission a rencontré des ministres, y compris le ministre qui a fait la déclaration. Que ce soit le ministre Adambi, le ministre Akpona, les deux, je peux vous le dire, ont été rencontrés par la commission et chacun a fourni ses éléments. Ce que je sais, c'est que le ministre Akpona n'a pas pu apporter de preuves pour attester de la véracité. Déjà, même vous vous rappelez que quelques jours après la déclaration, il est monté encore au créneau pour présenter les excuses et indiquer qu'il n'avait pas d'éléments factuels, d'éléments de preuve pouvant justifier ces allégations. Donc après avoir fait tout ça, après avoir rencontré les parties prenantes, la commission a été sur le terrain également à Parakou. Parce qu'au-delà de tout ce qui est dit par les acteurs, nous avons fait les tests prévoient, ou bien les documents prévoient qu'on doit faire tel nombre de kilométrages de conduite d'eau, de lignes à tirer, etc., etc. Il faut aller sur le terrain. Donc, la commission est descendue et est allée sur le terrain pendant près d'une semaine avec les acteurs au niveau local, pour les directeurs départementaux, que ce soit dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie électrique, qui les ont conduits et sur la base des documents qu'ils avaient depuis Cotonou, ils ont fait le circuit pour se rendre compte de l'effectivité de la réalisation des différentes infrastructures qui étaient prévues. Et la commission a eu le bonheur de constater que toutes les infrastructures prévues ont été réalisées. Donc, que ce soit la commission a cherché tout ce qui est procédure de passation, tous les flux financiers qu'il y a eu dans la période, parce que c'est des procédures de passation de marché, il y a des prestataires qui ont travaillé, qui doivent être payés. Donc, la commission a vérifié tout ça. Et c'est au terme de ça que la commission a produit
son rapport. Et la commission a dit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve qui montrent qu'il y a eu dilapidation, qu'il y a eu détournement, dilapidation de ressources dans la gestion de l'eau et de l'électricité dans la commune de Parakou de 2016 à 2025. Tout à l'heure, vous avez parlé des insuffisances dans la gestion courante du ministère. Certainement, la commission a eu à faire des recommandations. Quel est le mécanisme mis en place par le Haut Commissariat pour le suivi et la mise en place de ces recommandations? Merci beaucoup. Je vais d'abord partir des recommandations. Je vais mettre l'accent sur au moins 3 pour aller très rapidement. D'abord, la première recommandation, c'est de réformer les procédures de passation des marchés publics pour en améliorer la célérité et la transparence. La deuxième recommandation, c'est de favoriser l'accélération de la viabilisation des quartiers périphériques qui ont droit également à ces choses-là. Donc, ça, c'est à l'endroit de la commune. Ouais. C'est à l'endroit de la commune faire en sorte que quand même les voies d'accès soient vite libérées pour permettre aux acteurs opérationnels, les entreprises, de pouvoir faire leur travail comme cela se doit. La troisième recommandation, c'est la création d'unités focales anticorruption au sein du ministère. Pour que ce point focal, sinon cette unité focale, soit comme l'œil du ACPC, puisse être comme une veille, une unité de veille, un guetteur, pour faire en sorte que le système fonctionne, pour donner l'alerte, des alertes précoces. C'est-à-dire quand il y a des dysfonctionnements, l'unité focale là doit pouvoir attirer l'attention du ACPC et des responsables du ministère sur les dysfonctionnements. Ce serait dans tous les ministères ou dans le ministère de l'eau spécifiquement? Merci beaucoup. Nous venons d'intervenir dans le domaine de l'eau et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que même en eau calme, dans les semaines, dans les mois à venir, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption ira vérifier les mesures, les dispositifs institutionnels et administratifs qui existent dans la prévention de la corruption au fin de faire des recommandations. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ce n'est pas forcément quand nous allons quelque part. Le Haut Commissariat ne reste pas dans l'attentisme. C'est-à-dire attendre qu'il y ait un événement avant. Non. Nous sommes dans la prévention. Non, nous devons aller de façon préventive. Aller checker, aller contrôler est-ce que les mesures qui existent là sont efficaces pour que des crises, pour que des situations de prévarication, de détournement de deniers publics ne surviennent au niveau de ces unités. Dans les jours, dans les semaines à venir, nous aurons le temps de communiquer. Nous avons déjà en vue d'intervenir dans une structure publique de la place. Nous aurons le temps de communiquer là-dessus. Donc, vous allez voir que ce travail que nous faisons, nous allons non seulement travailler sur la base des dénonciations, mais même s'il n'y a pas de dénonciation, la loi et le décret nous habilitent à aller vérifier. Nous allons vérifier et dans ce cas précis, nous avons en place un mécanisme de suivi de tout ce qui est fait comme recommandation à l'endroit des différentes parties prenantes, que ce soit à l'endroit, parce que la création de l'unité focale, ça c'est le Haut Commissariat qui doit être le lead pour mettre en intelligence bien sûr avec les autorités du ministère pour pouvoir mettre en place cette unité focale. Il y a d'autres diligences qui sont propres au ministère. Nous allons veiller là-dessus, dater, mettre ça dans un chronogramme précis et au niveau de notre système de suivi et évaluation, pouvoir voir à date échue, à délai fixé, est-ce que les différentes diligences attendues ont été accomplies. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez reçu le rapport de la commission. Et quelle est la suite à donner? Finalement, est-ce que c'est un rapport qui va être rangé dans les placards ou bien vous allez saisir la justice? Du moment où les propos ne sont pas fondés, quelle est la suite de ce dossier? Non, à partir du moment où, comme nous l'avions dit, nous avons eu le temps de passer au niveau des médias de la place pour expliquer, pendant que la commission travaillait, que s'il advenait que les allégations étaient fondées selon la nature, selon la qualité de l'auteur, nous allons voir comment orienter. S'il s'agit des cadres du ministère et autres ou des entrepreneurs qui ont eu à gérer ces marchés, etc., nous allons pouvoir les attraire devant la criette. Mais s'il s'agissait d'autorités ministérielles, par exemple, si ce qu'il avait dit, ce serait la haute cour de justice qui serait alors compétente pour connaître de leur situation. Maintenant, la commission, dans sa conclusion, a conclu que
il n'y a pas eu de prévarication, il n'y a pas eu de détournement. Donc, à partir de ce moment, il ne nous revient pas de saisir la justice. Mais quand une autorité du rang d'un ministre dit des choses qui n'existent pas, qui ne sont Oui, mais fondées. là, le Haut Commissariat n'a pas de leçon de morale à donner à quelqu'un. Celui qui a été incriminé, comme nous le savons, le ministre Adambi, il a engagé il a intenté une procédure au tribunal d'Abomey-Calavi en diffamation contre le ministre Akpona. Donc, c'est à lui de faire ça. Là, c'est entre les deux. Il ne revient pas au Haut Commissariat de faire. Le gouvernement qui a été sali, quand on sait que c'est le gouvernement. Non, le gouvernement, non, il a dit, mais le rapport a blanchi le gouvernement. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. De ce que nous pouvons retenir des conclusions de la commission, qui est une commission indépendante. C'est le Haut Commissariat qui a mis en place, mais c'est le Haut Commissariat, c'est des experts indépendants. La plupart, nous n'avons que deux membres des membres du ACPC, le rapporteur qui est membre du ACPC et la seule dame de l'équipe, la chargée du suivi et évaluation du ACPC qui a été incorporée. Les autres même sont des experts indépendants que vous pouvez rencontrer dans la rue, avec qui vous pouvez échanger, qui pouvons corroborer ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas venus dire autre chose que le rapport n'a pas dit. D'ailleurs, le jour de la restitution, le 7 juillet dernier, ils étaient tous présents dans la salle. Ils pouvaient nous démentir si tel est que ce que nous disions était en contradiction avec le contenu du rapport qu'ils ont produit. Monsieur Barou, nous tendons vers la fin de cette émission. Je vais vous demander de regarder bien dans la caméra pour dire un mot à tous les gestionnaires des biens publics, les gestionnaires du fonds public concernant la corruption, la transparence dans la gestion. Et ce sera maintenant votre mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Folly. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation et dire de façon très claire à tous gestionnaires des projets, gestionnaires des finances publiques, tous ceux qui interviennent à un titre ou à un autre dans la gestion de tout ce qui est public, de gérer en bon père de famille, de gérer de façon professionnelle, avec conscience professionnelle, de gérer avec intégrité, avec probité, avec transparence. Cela y va de leur intérêt puisque nous avons une législation très sévère en matière de corruption ici au Bénin. Je crois que l'actualité que nous suivons depuis 2018, où la CRIET, par exemple, qui est la juridiction spécialisée en matière de crimes économiques, a été mise en place. Nous avons, en début d'année, eu le temps de voir le traitement qui a été fait dans le dossier de la Direction générale des impôts, où le concerné a écopé de 30 années de prison. Donc, me semble-t-il que de ce point de vue, ils doivent vraiment faire attention. L'autre chose au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, en matière de crimes économiques, cela peut vous rattraper à tout moment. C'est-à-dire que non seulement il y a des peines pénales, mais il y a des peines également civiles. C'est-à-dire il peut y avoir des dommages et intérêts. On peut aller même jusqu'à aller vous arracher la maison dans laquelle vous dormez. Même au-delà de la mort de l'intéressé, si on découvrait que c'est les fruits de la corruption qui ont servi à bâtir un immeuble donné, l'État peut saisir cela et le faire rentrer dans son patrimoine, même y compris le domicile dans lequel peut-être sa veuve et ses enfants ont leur résidence. Donc vous voyez bien que personne n'a intérêt à se livrer à des actes de corruption et qu'il vaut mieux vivre, se satisfaire de ce qu'on gagne honnêtement et qu'il vaut mieux alors vivre de telle sorte à garder son nom pur et à passer son nom à la postérité avec dignité que de mener une vie vraiment de saleté qui ne va pas laisser une bonne mémoire à la postérité. Merci beaucoup à vous, Monsieur Barou, d'être venu sur ce plateau, malgré votre agenda bien chargé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Nous avons parlé essentiellement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption et du dossier Akpona. Vous avez suivi de long âge Monsieur Etienne Badou, qui est le chef service études, formation et suivi évaluation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Merci et à très bientôt.